Salut, moi c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif et dans le podcast Long Live, j'interviewe chaque semaine un expert, un mentor pour nous aider à mieux vivre au quotidien, à adopter un lifestyle plus healthy, sport, alimentation, mais aussi coaching mental. Et dans cet épisode, je reçois Christophe Hague, il est professeur en intelligence émotionnelle. Vous allez l'écouter et comprendre comment est-ce qu'on peut être plus intelligent, plus humaniste, plus à même d'écouter ses émotions pour progresser dans sa vie, se sentir beaucoup mieux pour soi, mais aussi envers tout son entourage. C'est vraiment du mentoring. Moi, ça m'a fait beaucoup progresser cette interview. Et finalement, on retient que la générosité reste le maître mot et c'est magnifique. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous remercier de nous écouter. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Ça peut être YouTube, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. Ça nous aide en fait quand vous vous abonnez à avoir des intervenants de grande qualité comme Christophe aujourd'hui et surtout à être de plus en plus diffusés largement pour pouvoir bien passer tous ces messages qui sont vraiment très importants. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve juste à la fin. Salut Christophe, merci beaucoup de venir répondre à mes questions. Donc tu es professeur en intelligence émotionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est déjà l'intelligence émotionnelle? Alors, il y a plusieurs formes d'intelligence qui existent. Si tu veux, l'intelligence, c'est une grande armoire et tu as plein de tiroirs. Et parmi ces tiroirs, il y en a un qui s'appelle intelligence émotionnelle. Donc, en gros, c'est ta capacité à raisonner à partir des émotions pour mieux t'adapter à tout type de situation. Raisonner à partir des émotions. Ouais, les émotions sont des informations. Donc, à la base, qu'elles soient, on va dire, déplaisantes ou plaisantes, à la base, elles te veulent du bien. Elles veulent juste te dire toc toc, il se passe un truc dans ton environnement. Et ce truc-là peut avoir un impact direct sur ton bien-être ou celui des gens qui sont autour de toi. Okay. Et donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à capturer cette info. On n'est pas tous égaux là-dedans. Il y a des gens qui voient, d'autres qui voient un peu moins bien. Et à comprendre les logiques émotionnelles. Tu vois, comme tu as des logiques en maths, là, il y a des logiques en émotion. Et derrière, une fois que tu as compris ces logiques-là, tout te semble simple, fluide dans la vie. Même tes choix, tu deviens plus courageux, tu fais des choix. Je sais pas, t'hésites entre alpha, bêta ou gamma. T'hésites sur un investissement immobilier. Ou alors, tu vois, où est-ce que j'ai placé mon enfant? Tu vois, dans quel collège? Ou alors là, est-ce que je reste ou pas avec cette personne? Dans mon taf, est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je vais demander à évoluer, etc. Eh bien là, l'intelligence émotionnelle, elle te permet d'accélérer ta prise de décision et de l'optimiser aussi. Est-ce que ça a rapport avec ce qu'on entend ou ce qu'on dit parfois de écouter son cœur, être vraiment dans ce qui nous fait nous sentir bien? Ça a beaucoup lieu, on en parle beaucoup avec les coachs en méditation par exemple. Ressentez là où vous devez aller, écoutez-vous, c'est ça? Les émotions, la symbolique, c'est le cœur. Donc effectivement, si tu dis le cœur, émotion, oui, écoutez ces émotions. Il y a trop de gens qui les refoulent en fait, ces émotions. Moi, je travaille avec des personnes qui, à 50 ans, viennent me voir et me disent quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, j'ai que des regrets et que des remords parce que je me suis jamais écouté, parce que j'ai pas été éduqué à écouter ces signaux émotionnels et donc je suis passé à côté de ma vie où j'ai fait tout un tas de choix qui sur le papier semblaient super, qui semblait, coïncider avec ce qu'on attendait de moi, etc. Sauf qu'au fond de moi, dans mon intériorité, j'étais malheureux. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais à côté de la plaque. Et donc totalement désaligné. Donc l'idée, c'est que quand tu travailles ton intelligence émotionnelle, parce que ça, c'est le vrai message d'espoir, c'est que cette forme d'intelligence, tu peux la travailler à tout âge. Il y a une étude récente qui est sortie et qui te dit que même après 65 ans, tu peux bouger les lignes. Donc ça, c'est le vrai message d'espoir, contrairement à la personnalité. Tu vois, tes traits de personnalité, 30 à 60% sont déjà hérités. Donc si tu as une personnalité qui est un peu particulière, il ne te reste plus qu'à faire un procès à tes parents, tes grands-parents, passer le début du stade adulte. Pareil pour ton intelligence analytique, qu'on mesure à travers ton QI, donc, quotient intellectuel. La logique. Globalement, quand tu as fini tes études, si tu fais un test 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, le même test, et si on t'a pas communiqué les bonnes réponses, la probabilité est juste très forte
que tu auras systématiquement à peu près le même score. Donc le vrai message d'espoir, il est dans ce qu'on appelle la plasticité émotionnelle. Ton cerveau, il est malléable. Il est un peu comme l'univers, comme un accordéon, il peut se tendre et se détendre. Okay. Et donc ton cerveau émotionnel, bah oui, il peut, grâce aux expériences de vie, grâce à des apprentissages naturels de la vie, grâce des fois à des coachings que tu suis, avec des gens sérieux, quand tu es accompagné, grâce à des lectures que tu fais, grâce à quand tu documentes en fait, ici ou là, et bien là, tu peux muscler, même si le cerveau n'est pas un muscle, mais c'est une expression, mais voilà, tu peux booster ton quotient émotionnel, ton QE. Alors, tu vas nous donner plein de tips et d'exemples pour justement progresser. Mais d'abord, comment est-ce qu'on devient professeur en intelligence émotionnelle ? Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce parcours et le fait que tu enseignes ? Alors moi, ça me choque un peu, du coup, j'aimerais bien que tu m'en parles, que tu enseignes dans une école de commerce. Est-ce que c'est pas une voie vers l'utilisation ou la manipulation des émotions pour vendre ou voilà, pour changer les comportements des gens. Donc, il y a 3 questions dans ma question. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis spécialiste des multiples questions à tiroir. Donc, question combo, plusieurs... Alors, qu'est-ce qui m'a amené à être prof dans cette discipline-là ? Donc, moi, à la base, je suis quelqu'un qui est plutôt sensible, voire très sensible. Je suis une éponge, je suis un Bob l'éponge. Et donc, toute ma vie, mais dès le plus jeune âge, je me suis dit, il faut absolument que tu trouves aussi une manière de t'auto-essorer. Quand tu as un trop-plein émotionnel, pour rester à l'équilibre, pour pas subir en fait le cours des choses. Comment est-ce qu'on sait si on a un trop-plein émotionnel ? C'est quoi ça ? Ah bah tout de suite, t'es déréglé, t'es envahi. Moi, j'ai des souvenirs comme ça de quand j'avais 10-12 ans, où d'un coup, c'était trop. Tu vois, d'un point de vue stress, d'un point de vue... plus. Ouais, j'étais là et d'un coup, qu'est-ce que tu fais ? Bah hop, tu parles plus. Ou d'un coup, tu vas te réfugier, ta valeur refuge, les jupons de ta maman, quoi. Ou alors tu vas derrière ton père, ou tu te réfugies derrière une timidité ou quelque chose comme ça. Ok. Et donc, j'évitais en fait d'affronter les choses. Et en plus, moi, je suis issu d'une famille où mon père, mon grand-père, ma mère sont des gens qui fonctionnent quasi exclusivement à l'intuition. Et l'intuition, c'est un moteur psychique dans lequel tu mets une forme d'essence qui est l'émotion. Et donc là, tu recoupes tout ça, tu dis ok, mais comment ça s'articule ? Et après, j'ai commencé à faire des lectures. J'ai lu des premiers livres sur l'intelligence émotionnelle qui venaient outre-Atlantique. Et ça a été comme une révélation pour moi. Et je me suis dit, il faut que tu fasses de tout ça ton métier. Donc après, c'est le parcours classique. Tu fais un doctorat, un post-doctorat. Moi, je suis allé jusqu'à HDR. Donc tu vois, aujourd'hui, je peux superviser des gens qui voudraient faire un doctorat. Bon, bref, là, c'est le terminus à la faculté. Après, il n'y a plus rien. On te dit, okay. Maintenant, il faut sortir, monsieur. Tu sais tout sur tout et c'est bon, quoi. Non, mais c'est pas que tu... Mais en tout cas, dans ton domaine d'expertise, voilà, ça veut dire qu'au moins là, tu t'es vachement spécialisé. Tu as creusé vraiment le sujet à fond. Et ce sujet, si tu veux, ce qui est fou, c'est que moi, je trouve qu'il est d'intérêt public, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, je les trouve sous-outillés. Sous-outillés, pas assez équipés pour faire face à ce tsunami émotionnel qu'on reçoit avec tout ce qui se passe sur cette petite boule bleue. Moi, j'appelle ça le émotionnel négatif, HUM. Tu sais, le à la base, c'est un bourdonnement que des astrophysiciens, des géologues ont entendu ici et là sur cette terre. En fait, on dit tiens, ça grince ici et là. Et certains ont interprété ça comme tu vois, le fait qu'on tape trop dans les ressources de la terre, on la maltraite et donc elle se rebiffe. Donc elle commence à grincer. Avant, tu vois, peut-être signe précurseur il se passe un truc. Et donc moi, j'ai transposé ce concept-là à la psychologie sociale. Et parce qu'on fait des sondages, parce qu'on mène tout un tas d'études avec mes équipes, on a remarqué effectivement que tu as un mal-être qui est croissant, tu as un niveau d'empathie qui baisse, on est de plus en plus tourné vers soi-même, les gens sont de plus en plus sur le registre me, myself and I, tu vois, on pense vachement de manière narcissique à soi-même, on est dans une société très instagrammante, on pense à soi, et donc quand tu fais ça, en fait, tu te coupes inéluctablement des autres, et en réalité tu mets en danger la civilisation, parce que ce qui fait notre force, ce qui nous place tout en haut de la pyramide des espèces, c'est pas notre force musculaire. On n'a pas
voilà, la force musculaire d'un ours, on n'a pas les incisives d'un T-Rex. C'est pas notre intelligence analytique. Aujourd'hui, tu vois que ChatGPT est capable de produire des diagnostics médicaux qui sont souvent plus précis que ceux produits par des médecins urgentistes. Donc, je veux dire, tout métier aujourd'hui, qui demande la connaissance, on est totalement battu par la machine parce qu'elle a un amas de connaissances que nous, on n'aura jamais. Et donc, derrière, tu as en fait un autre facteur qui nous place tout en haut, c'est notre capacité à créer du lien affectif. Du lien affectif. Voilà, un lien affectif avec autrui, et c'est ce qui fait notre force. On a su s'organiser en société. C'est comme ça qu'on a envoyé des types sur la Lune. T'as beau prendre des gens brillants, individuellement, ils n'arrivent pas à accomplir ce type de tâches tout seuls dans leur coin. Il faut qu'il y ait des gens passionnés, qu'il y ait de l'émotion, la coopération, qui créent la glu, voilà, de la synergie, et là, tu arrives à faire des grandes choses. Et là, tu te places tout en haut. Alors attends, parce que tu vas super loin, j'ai plein de questions à ce sujet, mais donc le fait d'enseigner dans une école de commerce, ce genre la gestion de ses émotions, comment les utiliser, est-ce que donc c'est pas un risque vers de la manipulation ou l'utilisation des émotions de tout un chacun à des fins commerciales, par exemple? Alors justement, tu as toute une tranche de la recherche qui s'intéresse à ce qu'on appelle le neuromarketing, où là, il y a des gens qui essaient de susciter chez le consommateur un certain type d'émotion qui va le pousser à un acte d'achat dans tel ou tel rayon. Ouais, le bruit du paquet de chips addictif. C'est du nudge, en fait, quand c'est positif. Par exemple, de l'administration Obama, pour faire baisser l'obésité, ils mettaient tous les produits sucrés tout en haut de l'étagère quand tu passais à la cantine. Et donc, c'était plus difficilement accessible. Donc ça, c'était plutôt positif. Quand c'est dans un simple but commercial, etc., effectivement, c'est de la manipulation pure et dure. Mais là, on n'est pas dans le registre de l'intelligence émotionnelle, on est plutôt dans le registre de la manipulation émotionnelle. Et nous, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que, et d'ailleurs auprès d'une population de managers, où quelquefois tu as un fantasme autour de cette population, on se dit, tiens, c'est tu vois, l'antre du pouvoir, des décisionnaires, etc. Donc il peut y avoir des mauvaises intentions, tout ça. Et en réalité, ce qu'on a démontré, c'est que plus le manager est émotionnellement intelligent, donc plus il a un QE élevé, moins il est machiavélique, moins il est dans l'utilisation de l'autre, moins il est dans la tendance à vouloir contraindre autrui en le manipulant dans tous les sens, juste pour assouvir ses propres objectifs personnels. Okay. Parce que quand tu es émotionnellement intelligent, tu es authentique. Et en plus, tu es empathique. C'est-à-dire que si tu faisais du mal à autrui, ce mal, il te reviendrait en effet boomerang et par effet miroir, tu te ferais du mal à toi-même. Et vu que l'individu avec un QE élevé, il est plutôt à l'équilibre d'un point de vue psychique, il ne va pas chercher à s'auto-tacler, à s'auto-faire du mal. Comment est-ce qu'on sait justement, parce que donc ça fait rêver là, d'être dans la bienveillance envers autrui, comment est-ce qu'on sait si on est émotionnellement intelligent? Est-ce qu'il y a des calculs, des tests, ou est-ce que c'est plutôt un ressenti? Alors nous, on a créé avec une docteure en psychologie, Lisa Bellinghausen, qui est ma consoeur, on a créé un test, plusieurs tests d'ailleurs, qui s'appelle QEG, G pour généraliste, QE Pro, ça c'est pour le monde de l'entreprise. Et ce sont des tests dits de performance. Donc ce n'est pas les tests que tu peux voir dans les magazines ou les tests que tu peux voir sur Internet. Là, le petit quiz. Voilà, où c'est en 10 questions, très auto-évaluatif. En fait, en réalité, ces questionnaires-là ne valent pas grand-chose d'un point de vue statistique, psychométrique. Déjà, les gens ont une lucidité sur eux-mêmes qui est très faible. Souvent, c'est compliqué d'être objectif. Voilà. Et puis souvent, tu veux te montrer plus émotionnellement intelligent que tu l'es en réalité. Parce que tu sais que c'est un test d'émotion. Et donc tu devines un peu le sens des questions. Donc sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 7 ou de peu importe. Tu peux trichoter. Et oui, tu vas tricher et d'un côté, regarde mon super QE. Alors qu'en réalité, si tu faisais un test dit de performance, comme quand tu passes un test de QI chez le psy, test de Wechsler, les matrices de Raven, à un moment, tu sais ou tu sais pas. Il n'y a qu'une seule bonne réponse quelque part. Alors nous, cette bonne réponse, elle a été jugée bonne par des résultats en recherche scientifique, où tu croises des résultats de recherche en neurosciences, en psychologie cognitive différentielle, peu importe. Et donc là, tu as des gens qui performent mieux que d'autres. Donc ils vont avoir un quotient émotionnel plus élevé que l'autre. Donc en 25 minutes, tu peux passer ce test. Il faut googler, c'est sur générationque.com. Générationque.com, et c'est payant?
c'est payant comme tous les tests sérieux, en fait, dits de performance. C'est-à-dire que même quand tu vas chez ton psy, tu vas payer pour ton test de QI. Et pourquoi c'est payant ? Bon, déjà, il y a beaucoup de recherche derrière, beaucoup d'efforts, des années de R&D. Et en plus, il y a un autre point, c'est qu'on ne veut pas que les bonnes réponses soient accessibles au grand public. Parce qu'imagine si d'un coup, on balançait comme ça les bonnes réponses au grand public, tu aurais plein de parents qui entraîneraient leur enfant et finalement, tu ne mesurerais plus une forme d'intelligence, tu mesurerais juste un apprentissage. Donc, on passerait à côté du DOS, quoi. Donc, ces tests-là sont super fiables et donc, ça te permet de repérer ton profil émotionnel, de repérer ce qui est fort chez toi en termes de compétences émotionnelles et ce qu'il faut renforcer. Et donc, nous, on forme derrière des psychologues, des docteurs en psy, des coachs à ces outils pour qu'ils puissent t'accompagner et derrière, renforcer ton QE pour que tu puisses, par exemple, et là, je vais te parler des bénéfices à être dans l'intelligence émotionnelle, dans ce registre-là, à mieux gérer ton stress, à sécréter moins de cortisol, d'hormones de stress en situation stressante, à être moins sujet au burn-out ou au bore-out, à augmenter la qualité de la relation avec l'autre, que l'autre soit ton conjoint, ta conjointe, ton collaborateur, ton enfant. Tes amis, etc. Que derrière, tu prennes de meilleures décisions, notamment en situation complexe et en jeu. Ça booste la qualité de ton sommeil. Tu as un meilleur équilibre psychologique. Tu es moins toxique pour autrui, moins toxique. Tu vois, dans une société où il y a quand même beaucoup de perversions narcissiques, de comportements sadiques, de comportements extrêmement déviants et délétère, donc ça te permet de ne pas être dans ce registre-là. Donc oui, tu me disais à quoi on reconnaît quelqu'un qui est émotionnellement intelligent. C'est quelqu'un qui déjà sait écouter vraiment l'autre. Tu sais, quand on parle d'écoute active, quand on discute, souvent les personnes, tu sais, normalement une discussion, tu fais un ping, l'autre il fait un pong, tu joues comme ça sur une table. Sauf que souvent les personnes pensent déjà au deuxième, troisième, quatrième pong qui vont te servir pendant le jeu. Et donc ils t'écoutent plus. Et eux, ils sont dans leur flow de pensée à vouloir absolument, quelque part, te proposer leur argumentation. Dire un truc qu'ils ont envie de dire, quoi. Voilà. Et donc là, ça, en fait, quand tu es hyper concentré sur toi-même, tu n'écoutes plus l'autre. Donc ça, tu les reconnais. Les personnes émotionnellement intelligentes sont des personnes qui savent dire merci, qui sont dans la gratitude. Alors, ça peut paraître des fois un peu bisounours, mais c'est une des émotions, la gratitude, les plus puissantes. C'est-à-dire quand tu es capable de la ressentir et de l'exprimer, ce que font les individus émotionnellement intelligents, il y a tout un tas de bénéfices, y compris le fait que ces gens-là sont plutôt à l'équilibre d'un point de vue mental. Physiquement, ça se passe plutôt bien. En fait, tu es comme aimanté vers eux. Tu dis, si j'ai un problème, vers qui je me tourne ? Et en règle générale, c'est vers l'individu QE++, parce que tu sais qu'en plus, il va avoir une démarche positive vis-à-vis de toi-même. Il va pas être, par exemple, dans une jalousie extrême. Il va pas être envieux ou envieuse de toi. Ce sont des personnes qui sont capables de pardonner. Tu vois, contrairement à Edmond Dantès, tu vois, tu prends le comte de Monte Cristo, hyper revanchard, etc., qui n'arrivait pas à digérer la chose. Là, quand tu es dans le registre de l'intelligence émotionnelle, tu arrives facilement à réguler ta colère et ta tristesse, lié à, par exemple, tu as un sale coup quand tu aurais fait, et puis à passer plus facilement à autre chose. Donc, tu n'es pas dans ce registre-là. Et ce sont des personnes aussi qui, globalement, sont bien dans leur basket. Mais il y en a combien des gens comme ça ? Parce que là, ce que tu me décris, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, je peux te le quantifier. Ou alors, on les trouve, tu vois, au fin fond des temples moines bouddhistes, je sais pas. Alors moi je suis intimement convaincu que les moines bouddhistes sont pas forcément émotionnellement intelligents. Donc là je pourrais avoir tout un débat parce que j'ai déjà eu ce débat. Je vais voir Mathieu Ricard en octobre là. Voilà, donc on n'a pas du tout la même vision des émotions et j'ai une vision qui est différente par rapport à ça où on n'a pas la même perception de ce que peut être une émotion et sa gestion, même s'il y a des points qui se recoupent, d'autres en fait sont un peu dissonants. Non, tu les retrouves partout. C'est des gens qui s'adaptent hyper facilement à tout type de contexte. Donc, tu n'as pas besoin d'être reclus. Tu n'as pas besoin de vivre je ne sais pas où pour être en adéquation avec toi-même. Ce sont des personnes, tu les emmènes dans n'importe quel type de contexte, y compris des contextes extrêmes. Ces personnes-là s'adaptent en fait. Et donc, pour répondre précisément à ta question, ils représentent moins d'1% de la population. Moins d'1% de la population. Ah ouais, là, on a fait une grande étude sur des émotionnellement intelligentes. Voilà, qui sont experts en intelligence émotionnelle, mais le vrai message d'espoir, donc qui vont avoir accès à tous les bénéfices que j'ai énoncés avant,
Mais le vrai message d'espoir, c'est que tu peux rejoindre la bande. Alors, en travaillant ton intelligence émotionnelle, tu peux faire partie de ces moins d'1%. Et tu peux effectivement mieux gérer ton stress, prendre de meilleures décisions, augmenter la qualité de la relation, etc. etc. Et donc, comment est-ce qu'on apprend à être plus émotionnellement intelligent? Est-ce que c'est de la méditation, ressentir ses émotions? Tu me parlais de lecture. Quel genre de lecture? Est-ce qu'il faut rencontrer aussi des gens comme ça qui peuvent nous guider, des mentors? Alors déjà, ces personnes émotionnellement intelligentes, elles sont assez contagieuses, mais positivement. C'est-à-dire qu'elles vont te contaminer avec des émotions hyper bénéfiques pour toi. Moi, je dis que c'est des agents pathogènes d'émotions bénéfiques. Donc c'est pour ça aussi qu'on les recherche. Parce qu'on sait que d'un coup, on va pas bien, ou on traverse une période un peu, phase dépressive ou de la mélancolie forte. À un moment, tu vas les voir, elles transforment le négatif en positif. C'est un peu comme les arbres qui transforment le carbone. C'est un peu cuicui les petits oiseaux, parfois ça te saoule. Genre, je sais pas, t'as un problème. Oh, mais c'est pas grave, tu vas trouver du positif. Alors, c'est pas ça. Ça c'est pas une personne émotionnellement intelligente. C'est-à-dire, elle va pas être forcément dans le conseil ou dans forcément relativiser. Elle va déjà être dans l'écoute. Tu vois, le truc simple de l'écoute active, ça, c'est tellement rare. Il y a la majorité de la population, la grande majorité de la population n'est pas capable de ça, en fait. Eux, si. Juste écouter sans forcément promulguer du conseil, sans, et puis du conseil un peu, comme tu dis, un peu neuneux, etc. Non, c'est pas ça, être émotionnellement intelligent. Et non, dans intelligence émotionnelle, tu as intelligence. Et d'ailleurs, ces personnes-là, comme toutes les formes d'intelligence, quand tu as un QE élevé, il y a une corrélation aussi avec les autres formes d'intelligence. Donc généralement, même en termes d'intelligence analytique, c'est des gens où ça mouline aussi plutôt bien, quoi. Donc ces personnes-là, si tu veux, quelque part, elles te font du bien, mais parce qu'elles vont chercher à comprendre ce que tu ressens vraiment et elles auront accès à ça. Et à un moment, ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles peuvent te surprendre. Donc pour moi, quelqu'un d'émotionnellement intelligent, c'est pas forcément un moine bouddhiste qui va... Non, c'est Maître Yoda, mais avec des Ray-Ban, tu vois. Et qui a une vie, qui s'autorise plein de choses, en fait, qui n'a pas une vie monacale. C'est pas ça, en fait. Être émotionnellement intelligent, c'est aussi croquer la vie à pleines dents, mais sans heurter l'autre, en fait. Sans faire du mal à l'autre, sans forcément crocheter l'autre pour arriver à ton objectif. C'est trop beau, ça. C'est quand même une très belle phrase, ça. Croquer la vie à pleines dents sans heurter l'autre. Ouais, mais combien on est à le faire, tu vois, c'est ça le truc. Et moi, je me suis toujours refusé parce que tu essayes. Tu me disais avant, pourquoi tu fais ce métier? Oui, c'est pour équiper les gens. Mais en même temps, moi, je me développe. C'est aussi, si tu veux, une espèce d'occasion pour moi aussi de me développer, tu vois, de renforcer plein d'axes chez moi, etc. Donc, tu travailles, tu permets aux autres de travailler, mais aussi tu travailles sur toi-même. Et c'est le travail d'une vie entière. Et alors, justement, c'est quoi ce travail exactement? Comment est-ce qu'on le travaille au quotidien, peut-être? Ou est-ce que c'est plutôt par bribes de moments, comme des cours, des conférences, des retraites? Après, c'est quand tu as quelque chose qui, à un moment, vient... une émotion forte qui vient toquer à la porte, c'est déjà l'accepter. Parce qu'il y a plein de gens qui, par principe, parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils refoulent. Alors qu'on sait refouler, c'est quoi? C'est gueuler contre non, son c'est fils, dire, attends, je veux pas du tout entendre ce qui est en train de me chatouiller, ou cette sensation extrêmement désagréable que j'ai là, ou extrêmement agréable. Ah non, ça me fait trop peur, c'est un peu l'inconnu, j'y vais pas. Et alors que souvent, ce que je te disais avant, une émotion même désagréable, tu prends la colère, la tristesse, le mépris, même des fois la jalousie, l'envie, la honte, la culpabilité, etc. En règle générale, quand elles s'invitent en toi, généralement, c'est qu'elles ont un truc à te dire. L'émotion, c'est une factrice. Elle vient avec un message. Et si tu lui ouvres pas la porte, jamais tu as accès à ce message. Mais par exemple, la jalousie ou l'envie, qu'est-ce que ça a de positif à te dire? Ouais. Alors, tu peux avoir, par exemple, deux types d'envie. Tu as l'envie maligne et l'envie constructrice. Et en fait, on va l'appeler comme ça, l'envie positive. Elle, c'est de te dire, ah tiens, là, il y a quelqu'un qui a une super réussite, qui a réussi à faire ça et ça. Eh bien, tiens, je vais m'inspirer de cette personne sans lui vouloir du mal, sans vouloir dire du mal de cette personne, sans vouloir atteindre sa réputation, sans vouloir l'égratigner, etc., etc. Ça, c'est une envie constructive parce que tu ne vas pas dans la comparaison nocive où à un moment, il te faut absolument dézinguer l'autre pour finalement assouvir un espèce de besoin. Trouver une excuse. Voilà. Genre, elle a mieux réussi, mais c'est parce qu'elle n'a pas de gosse ou
où elle a mieux réussi, mais ouais, parce qu'en fait son mari l'aide ou des trucs comme ça. Alors que moi, je vois, tu vois, les rencontres que je fais avec plein de personnes, tu vois, que ce soit des astronautes, des mathématiciens, des personnes qui je sais pas, des rescapés du Bataclan, de crash d'avion. Moi, quand je discute avec Nando Parado, qui a réussi à traverser la moitié de la cordillère des Andes lors de ce crash d'avion, les miraculés des Andes, là, cette équipe de rugby où on a dû manger les copains pour survivre. Quand on converse tous les deux, qui me raconte toutes les entreprises qu'il a, alors que le gars n'était pas taillé pour ça, il venait d'un milieu plutôt modeste, il a lancé plein d'entreprises, il a eu des success stories, il est devenu conférencier, à Harvard, il est allé dans des institutions comme ça extraordinaires, il n'était pas préprogrammé pour ça. Et quand tu te discutes avec quelqu'un comme ça, moi je me dis pas, ah ouais, Nando, il y a ça. Non, je dis, ouais, là, sur cet élément-là, même dans l'éducation avec mes enfants, ouais, j'ai un truc à capturer, et je le capture. Et j'applaudis, je me dis bravo Nando, et merci de me filer un super bon tuyau, quoi. Pour les fans de Starsky Hutch, Guy les bons tuyaux, quoi. Il me donne le truc qui, moi, va me permettre peut-être de décadenasser un problème que j'avais, de dénouer quelque chose où j'avais pas de solution précédemment. Donc ça, c'est une envie vraiment constructive, quoi. Donc par exemple, au quotidien, imaginons quelqu'un dans notre entourage qu'on aime bien, qui nous fait du bien. On peut, par exemple, lui demander au cours d'un dîner, mais comment tu fais pour toujours avoir, par exemple, je sais pas moi, cette bonne humeur alors que c'est difficile et tout. C'est comme ça, en fait, on lui demande le tuyau de comment elle fait et comme ça nous fait progresser. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être des fois, elle n'aura pas tout de suite conscience de la chose, mais ça viendra, deuxième effet qui se coule, en différé, elle te rappellera plus tard. Mais il y a vraiment ce côté, effectivement, aidant. On cherche à aider l'autre. Et il se trouve que les individus qui sont émotionnellement intelligents ont une caractéristique qui est forte, c'est qu'ils sont gentils. Alors tu vois, quand tu dis aujourd'hui gentil, c'est non grata. C'est pas très à la mode. Trop bon, trop bon, trop on te con, dit, Alors que toutes les images qu'on a, regarde, va sur Netflix, regarde les jeux Disney aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est les héros négatifs. Tu vois, c'est les serial killers, c'est même les héros négatifs de Disney, tu as des jeux de cartes, tu n'as plus que ça en fait. Et donc on se dit, oui, mais en fait, le salaud, le méchant, il a accès au succès, il est riche, il est super bien fringué. On a beaucoup d'exemples, pas forcément de Disney, mode. Des exemples actuels à la tête des plus grands pays du monde. Non, mais où tu as chez des influenceurs ou influenceurs, tu as des choses comme ça chez certains, et où tu te dis, mais en fait, c'est devenu un modèle, parce qu'on pense que c'est corrélé à la réussite. Alors qu'en réalité, ce que te dit la recherche, quand tu suis ces personnalités-là, qui sont perverses, qui sont narcissiques, etc., tu remarques qu'elles sont fortes sur un point, c'est le marketing de leur réussite. C'est-à-dire, elles vont avoir un moment une réussite, elles vont jouer des claquettes, elles vont monter sur la table, elles vont en faire des caisses, elles vont jouer de la trompette. Et derrière toi, j'ai plein d'exemples. Voilà. Et c'est tellement, si tu veux, ça fait tellement de bruit quand elles communiquent sur une réussite que toi, tu as l'impression que c'est leur quotidien, que c'est quelque chose de récurrent, que fréquemment elles ont ça. Alors que non, c'est un point dans le temps, et donc tu fais le parallèle. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ces personnes-là, en réalité, globalement, en deuxième moitié de vie, sont plutôt isolées psychiquement, physiquement, sur des niveaux de bien-être sont ras les pâquerettes et ont une longévité qui est beaucoup plus courte comparée à quelqu'un qui est émotionnellement intelligent. Donc leur vie, il ne faut pas faut pas envier leur vie, en fait. C'est une vie qui devient très vite misérable et asociale, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour réagir quand on est confronté à ce genre de situation? Parce que moi, par exemple, ça m'arrive quand même souvent dans mon entourage proche d'être confronté à ce genre de personnes comme ça, claquettes sur la table, one again, mieux que tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour réagir sans en avoir trop marre, trop ras-le-bol alors, comme tu dis, j'aime beaucoup progresser, être confortable sans atteindre l'autre négativement. Comment est-ce qu'on fait justement pour gérer ce moment, par exemple? Alors là, je vais te partager un conseil d'un ex-négociateur du GIGN que je salue, David Corona, que j'aime beaucoup. Et qui... ok, très bien. Donc déjà, on est dans le GIGN, tu vois. GIGN. C'est à le niveau. Je peux t'en donner aussi sur le raid. Voilà, je ne fais pas d'infidélité, mais derrière, imaginons, voilà, tu es face à quelqu'un qui est vraiment... qui te veut du mal ou qui est à te kalachnikoffer de choses un peu négatives pour juste, tu vois, chercher la bagarre. Juste vouloir en découdre, etc. Bah là, il y a une stratégie qui fonctionne très bien, ça vient de l'aïkido.
c'est tu accompagnes en fait le mouvement de l'autre. Tu accompagnes, alors ça, c'est un peu, l'image est un peu craningue, mais tu accompagnes ce fameux vomi qui te déverse sur toi. Tu accompagnes le venin qui te crache au visage et tu te mets pas en confrontation directe, en face-to-face. Je te donne un exemple comme ça, grossi. Tu as quelqu'un qui vient au boulot et qui vient te chercher les noises et qui dit « Ah, ton bureau, il est pas bien rangé. » C'est bordélique et tout. Il commence à comme ça, à chercher quelque chose. Plutôt que de rentrer dans son jeu, eh bien, dans ce cas-là, dis-lui, c'est vrai en fait, objectivement, il a raison. Oui, c'est chibordélique. Bah, dis-lui, oui, objectivement, tu as raison, chibordélique. Mais renvoie-lui tout de suite la balle. Mais toi, qui semble être un docteur S-sciences du rangement, explique-moi tes trucs. Explique-moi comment tu fais. Et si tu veux, quand tu fais ça, en fait, lui, il n'a plus rien. Tu deviens une anguille. Il se raccroche à quoi? Il n'y a plus de friction. Il n'y a pas de, tu lui ne lui as rien donné à manger. Il n'y a pas de grain à moudre en fait. Il n'y a pas pour de derrière, pour qu'il y ait la bagarre verbale, la joute verbale, etc. Donc tu le renvoies dans ses 22 et d'un coup il dit ok, mauvais candidat pour la bagarre. Autre stratégie. Donc ça c'est voilà, toujours. Toi tu renvoies la balle à l'autre. Et l'autre stratégie qui est intéressante, ça vient aussi du GIGN. Alors moi je l'ai baptisé comme ça, c'est la stratégie Camoulox. Donc je sais pas si tu te souviens. Cadmerade et Olivier Barrault avaient une parodie de jeu Camoulox, un truc chaotique, personne n'y comprenait rien. Tout le monde disait, il y en a un qui disait girafe, l'autre qui disait chaise, Camoulox, bon bah, il a gagné, on ne comprenait pas quoi. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux aussi, quand tu es face à quelqu'un de nocif, de toxique, qui est là avec une mauvaise intention, qui peut créer chez toi des troubles psychosomatiques forts, qui peut te contraindre, qui peut te placer en position d'infériorité. Dans ce cas-là, tu as le droit de répliquer émotionnellement. Et donc, par cette stratégie Camoulox, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas hacker son cerveau en créant le chaos, le brouillard. Et là, tu lui dis un truc qui a ni queue ni tête. Girafe. Et tu commences à lui raconter un truc, là, la personne vient, et là, elle va être surprise. Et quand tu es surpris, comment ça se passe d'un point de vue cérébral? C'est journée portes ouvertes pour ton cerveau. Lui, ton cerveau, ce qu'il aime, c'est la cohérence. Il faut que ce que l'autre raconte, il y ait une logique en fait. Et si c'est pas logique, il panique. Il va vouloir absolument retrouver quelque chose qui tienne la route. Et donc au milieu de ce nuage, de ce brouillard cognitif sans queue ni tête, machin, là tu balances une phrase qui est hyper simple. Bah tiens, ça ne dirait pas après qu'on aille boire un café pour en parler posément. Paf. Et tu recommences avec des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Eh bien, le cerveau de l'autre va se figer sur ce moment qui est au milieu du brouillard, comme un espèce de phare. T'es là, tu sais, le phare de la vieille, tu vois, près de Brest. Tu sais, là. De cette tirade dans un des films Astérix et Obélix, là, où il y a cet acteur là qui d'un seul coup sort une tirade qui n'a absolument rien à voir et dénuée de tout sens. Oui, mais en même temps, c'est comment veux-tu un dîner, par exemple, je sais pas moi, avec des collègues. Il y a toujours le même collègue qui sort son truc, sa science, machin, mieux que tout le monde. Tu vas pas d'un seul coup lui sortir la tirade d'Edouard Baird. Tu sais, moi, je pense que les pyramides... Alors, il faut que ce soit... Alors, là, je voulais en venir aussi. Il faut pas que tu franchisses un certain seuil d'absurdité. Mais il faut quand même que ça reste incohérent. Mais à peu près dans le thème, mais incohérent. Et là, l'autre, à un moment, il va faire un arrêt sur image, en fait. Son cerveau pose. Attends, je comprends pas ce qu'il me raconte, quoi. Donc derrière, il y aura un focus et à ce moment-là, la personne va être réorientée. Et c'est comme ça que les négociateurs du GIGN arrivent par exemple à faire sortir des preneurs d'otages, des forcenés, des terroristes, des types qui tiennent en joue leurs femmes et qui à un moment sont avec des niveaux de colère hyper élevés en termes d'intensité, qui sont prêts à en découdre, qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et à un moment d'un coup, boum, ça les fait baisser en intensité parce qu'ils se recentrent là-dessus. Et à un moment, la discussion, en fait, tu repars sur quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle la fausse logique en hypnose, par exemple. Ouais, alors il y a plein de termes. Par exemple, en neurosciences, on appelle ça l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est, tu vois, on l'a tous expérimenté. Tu es dans un bar ou une boîte de nuit, il y a la musique à fond, quelqu'un te parle, tu comprends juste un mot sur 7. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer tous ces mots sur 7
qu'il a capturés, il va les mettre bout à bout et derrière, il va essayer de produire une réponse à l'autre juste pour s'accommoder socialement et pour discuter. Alors qu'en réalité, tu ne sais pas vraiment ce qu'a dit l'autre. Bah là, c'est exactement la même chose. Il y a une phrase sur 4 qui est cohérente. Bah, le cerveau de l'autre va s'engluer là-dessus et derrière, on va repartir sur cette base-là. Donc, stratégie Camoulox et l'accompagnement du mouvement toxique de l'autre, Aikido, ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'intelligence émotionnelle de ses enfants? Il y a beaucoup de parents qui nous regardent, peut-être d'enfants jeunes, après des ados. Est-ce qu'on peut acquérir plus d'intelligence émotionnelle enfant? Parce que c'est vrai qu'ils sont aussi beaucoup confrontés à l'opposition des autres, à cette société narcissique. Ils ont aussi beaucoup de choix, en tout cas les ados, à faire, alors qu'ils ne sont pas forcément très équipés. Alors déjà, il y a une inégalité dans les foyers. Tu sais, on parle beaucoup du quotient familial, qui est un indicateur financier d'un foyer. Moi, je parle de quotient émotionnel parental. On sait aujourd'hui que dans les foyers où tu as au moins un des deux parents qui a un quotient émotionnel élevé, la probabilité est très très forte et bien que les enfants développent rapidement et dans le bon sens leur quotient émotionnel. Donc ça, c'est déjà une chance en fait un peu à la base. Donc là, question de quotient émotionnel parental. Maintenant, tu peux pousser tes enfants à, par exemple, lire. Quand tu lis, par exemple, si tu as un enfant qui est plutôt avec un profil Robocop, où tu sens qu'il est très imperméable aux émotions, eh bien, plus il va lire, notamment des romans de fiction, des romans d'ados, etc., où tu as la personnalité des personnages qui est hyper chiadée, qui est décrite, etc., plus son cerveau va se développer, et notamment en termes de compréhension des émotions. Il va même peut-être capturer ici et là des stratégies de régulation émotionnelle qui vont lui servir dans telle ou telle situation avec... Et ça marche avec les BD parce que c'est pas facile de faire lire des ados. Ouais, alors moi j'entends beaucoup de discours. Il y a quelques personnes qui disent oui, mais alors les mangas, les BD, tout est acheté dans l'apprentissage. Non, en fait. Oui, c'est pas la même chose. C'est vrai en termes d'apprentissage. N'empêche que c'est toujours mieux que rien. Ok. Parce qu'il y a du texte, parce que c'est posé, parce qu'il y a de l'interaction entre des personnages, parce qu'il y a des mots en fait. Les émotions, derrière c'est Jean-Jacques Goldman qui chantait ça, quoi. Derrière les mots, il y a des émotions. Donc tu développes ton alphabet émotionnel aussi en ayant accès à un vocabulaire plus riche, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et on sait que quand tu développes l'intelligence émotionnelle des enfants, alors ça se fait dans plein de pays, mais y compris en France, hein, on apprend ce qu'est la conciliation, l'empathie, le consensus, comment s'écouter vraiment, une sensation désagréable, agréable, quoi en faire, etc. Ça veut dire quoi quand tu es triste? Bah oui, quand tu es triste, c'est peut-être que tu as subi une perte. Imaginons tu as eu un échec dans ta vie, bah c'est bien de rester un peu dans ce registre de la tristesse, parce que en ressentant de la tristesse, et pas tout de suite en cherchant à aller bien, eh bien, tu vas pouvoir identifier les causes de l'échec. Donc, ça va te permettre de vraiment mettre le doigt sur ce qui a dysfonctionné, ce qui n'a pas marché. Si tu passes pas par la case tristesse, si tu passes tout de suite par la case je vais bien, tout va bien, etc., bah, tu vas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Donc là, on peut éduquer les enfants à ça, à reconnaître sur le visage humain. Tu te regardes dans une glace, je te parlais d'une société très narcissique, très narcissisante. Bah, utilisons ça comme une force. On se regarde vachement dans le miroir. Et ben en se regardant dans le miroir, bah, peut-être que certains jours, on pourrait se dire « Ah ouais, tiens, là, c'est cette émotion que tu es en train de ressentir. Pourquoi tu la ressens? Ça va pas dans ton couple, ça va pas dans ton boulot, etc., etc. » On sait que des enfants, des ados qui pensent, même subjectivement, être émotionnellement intelligents, être plutôt à l'aise avec leurs émotions, donc là je parle de vraiment quelque chose de subjectif, eh bien ces ados-là, filles comme garçons, seront plus à même de gérer une situation de harcèlement. Elles seront plus à même de... par exemple, il y a plusieurs types de harcèlement, mais il peut y avoir un harcèlement physique, un harcèlement moral. On peut revenir, entacher ta réputation, on peut, etc. etc. Et ben, ces personnes-là, ces ados-là, peuvent plus facilement déjouer la manipulation du harceleur.
On sait que plus tu développes les compétences émotionnelles des gamins, plus ils auront de meilleurs résultats, notamment en maths, en lecture. Donc, tu vois, c'est pas juste en art plastique, mais donc en tant que parent, éducation civique, c'est vraiment aussi sur des matières, entre guillemets, tu vois, qui sont très valorisées dans le système français. Donc, même sur des matières dures, en fait, il y a un vrai boost, en fait. Qui s'opère. Et ça, c'est des études qui ont été menées par plein de chercheurs sur cette planète, notamment l'université d'Yale. C'est quoi, c'est une question de neurones, plus d'activation neuronale? Bon, après, c'est juste que tu vas renforcer certains circuits neuronaux grâce à cette fameuse plasticité émotionnelle. En comprenant mieux les émotions, tu vas aussi fluidifier finalement ta compréhension, tout ça va s'accélérer, ça va être plus vite. Tu vas aussi construire des expériences positives par rapport à ce que tu as vécu. Donc tu vas emmagasiner ça dans une espèce d'album photo, d'expérience, de vie, etc. Et qui fait que à la fin, tu t'adaptes plus facilement. Donc en tant que parent, faire lire ses enfants, partager les émotions aussi, on peut leur expliquer en ce moment ça va pas parce que je sais pas moi j'ai un souci au boulot, c'est pour ça que vous me voyez un peu dur en ce moment. On peut partager ça sans leur créer de l'anxiété. On peut dire les choses tout en les rassurant aussi. De créer un peu trop d'anxiété déjà qu'ils sont dans un climat anxiogène général. Vous savez, l'individu émotionnellement intelligent, il ne ment pas. C'est fou, hein. Mais il y a des études qui vous montrent qu'il a moins tendance à mentir. Donc y compris mentir au travail, il ment moins au travail. Il ment pas à ses enfants. Après, bien sûr, il va avoir le bon vocabulaire adapté à l'enfant pour pas lui créer la mauvaise angoisse ou un amas d'angoisse comme ça qui bloquerait le gamin. Mais il dit quand même les choses. Il reste authentique dans sa manière d'eux. Et ça, c'est quand même assez fou parce que on est aussi dans une société où les gens mentent facilement, que ce soit par omission ou autre chose, juste pour montrer une bonne image d'eux-mêmes, juste pour éviter un problème. C'est devenu presque un réflexe. Et en fait, on sait que quand tu fais ça, c'est pas top en termes d'équilibre psychique. Parce qu'à un moment, il y a une petite sonnette d'alarme. Tu sais à l'intérieur de toi que ça va pas. Et les regrets et les remords, quand ils s'accumulent, c'est compliqué à gérer, globalement. Ce que tu es en train de me décrire, c'est vraiment une sorte d'humanisme, en fait, d'être vraiment très humain, très au fait de ses sensations. Et aussi de penser à soi-même. Parce que tu vois, y a cette image, je ne sais plus qui en est le père biologique, mais tu vois, quand tu traverses une zone de turbulence en avion, et que les masques à oxygène tombent, et imaginons tu es à côté de quelqu'un qui est en position de faiblesse, soit un gamin ou quelqu'un d'un certain âge, etc., qui est peut-être pas dans la force physique extraordinaire pour s'en sortir dans ce type de situation, ou qui peut vite paniquer. Quand les masques à oxygène tombent, d'abord tu mets le masque sur toi pour revenir à l'équilibre. Mais ce qu'oublie notre société, c'est qu'une fois que tu as de nouveau le bon rythme respiratoire, que tu as trouvé l'équilibre, c'est qu'à un moment, le masque, tu le places sur la personne qui est à côté de toi. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est les deux en fait. C'est la préservation de soi et la préservation d'autrui. Et les deux ne sont pas antinomiques. Ils peuvent coexister en réalité. Comment on fait pour rester plus dans la solidarité, dans la coopération, dans l'aide des autres, tout en étant soi-même en réussite? Je veux dire, pour le mettre dans l'actualité, tu vois, en ce moment, avec les problèmes de budget étatique, il faut prendre un peu à ceux qui en ont pour redonner et redistribuer. Ça crée des clivages, des grands noms aux grands dieux, les gens vont partir. Comment est-ce qu'on fait en fait pour être dans cette société sans cuicul les petits oiseaux? Il y a toujours des difficultés, mais comment est-ce qu'on fait pour que sociétalement ça se passe mieux justement et qu'il y ait plus d'intelligence émotionnelle? Quand tu es émotionnellement intelligent et que quelque chose te heurte, quelque chose est injuste, quelque chose vient te secouer profondément, t'exprimes de la colère en fait. Tu vois, c'est là où il y a la différence entre l'image qu'on a de l'intelligence émotionnelle, ce côté un peu bisounours, et la réalité de ce que c'est qu'être émotionnellement intelligent. Donc la colère, ça s'exprime aussi. Quand tu as l'impression qu'il y a cette injustice vis-à-vis de telle ou telle chose dans ton quotidien, oui, exprime-la en fait. Donc ça vaut à tous les étages de la société. Et je te parlais avant sur le émotionnel, pour finir là, négatif. Donc pour moi, c'est un trop-plein de négativité qu'on ressent tous collectivement, et qui est dû à ça. C'est-à-dire que tu as des facteurs sociétaux. On le voit bien, il y a une instabilité politique, il y a un pouvoir d'achat qui baisse,
Tu vois aussi que derrière, niveau climatique, c'est pas top. Tu vois qu'il y a des mutations sociétales qui sont très fortes avec l'apparition de l'IA qui vient aussi bouleverser nos habitudes et nos relations à l'autre. Moi, je trouve que à l'heure de l'IA, il serait temps de parler aussi d'IE, d'intelligence émotionnelle, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous adapter. Moi, je ne suis pas contre l'IA. Simplement, je pense que derrière, pour bien vivre cette mutation-là, c'est important d'être bien à l'aise avec ses propres émotions et avec les émotions d'autrui. Donc effectivement, l'intelligence émotionnelle est vraiment là pour te permettre de mieux t'adapter. Parce que quand on en parle aux autres, ce genre d'attitude, souvent c'est vécu comme trop utopique en fait, et que ça pourra jamais réussir, c'est pas la peine de penser de cette façon puisque ça marchera jamais, personne fera comme toi. Alors en réalité, la réalité elle est autre, c'est que quelqu'un qui est émotionnellement intelligent, par exemple dans une entreprise, et tu prends le cas de commerciaux ou d'autres personnes ou des managers, on en parlait précédemment, ces personnes-là obtiennent des chiffres d'affaires, par exemple des ventes, qui sont supérieurs à la moyenne. Ils ont plus de performances financières que les autres. Donc là, on est sur des trucs très concrets. Ils vivent plus longtemps. Quand physiologiquement on est intelligent et émotionnellement, sécrètement, on vit plus longtemps. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou. Tu vois, c'est la devise un peu du poker où on te dit, tiens, il faut savoir donner pour recevoir. En fait, quand tu donnes, tu me dis comment est-ce qu'on peut donner, mais à sa mesure, dans ce qu'on peut faire. Ça peut être partager de son temps. Moi, ce que je fais, c'est que je donne des conférences, j'écris des livres, j'essaie de me rendre disponible pour telle ou telle personne, pour écouter en fait les gens. C'est aussi ça mon métier, faire de la recherche pour faire avancer un petit peu justement nos idées par rapport à ce concept-là. Et ça, moi, c'est comme ça que je donne en fait. J'essaye de donner à la société. Chacun donne à la mesure de qui il est et de ce qu'il peut en fait. Donc tout ça est une question de... Il n'y a pas de remède miracle. Simplement, déjà, faut agir en fait. Il faut être dans l'action. Et quand tu commences à partager dans ton registre, là, tu commences à faire du bien. C'est super beau cette notion vraiment finalement de générosité. Ça commence par de la générosité. Desmond Tutu, moi qui est feu Desmond Tutu, qui était un des prix Nobel de la paix préférés, disait à peu de choses près, il faut que l'on donne des petits biens, qu'on produise des petits biens, et c'est la somme de tous ces petits biens qui amèneront à un grand bien pour l'humanité. En fait, là on pourrait dire c'est bisounours, mais en réalité non, c'est de la contagion émotionnelle. On est capable de transformer le négatif en positif. Et finalement, ce qu'il dit, c'est la théorie du chaos, c'est l'effet papillon. C'est la théorie du chaos d'Edward Lorenz du MIT qui, à l'époque, essayait de comprendre ce qui avait bugué dans un système météorologique qu'il avait créé. Et à un moment, il y avait une coupure dans son système et il ne comprenait pas trop. Et à un moment, il avait compris que, oui, c'est vrai qu'un tout petit changement dans le système peut avoir un impact significatif sur tout le système. C'est la même chose d'un point de vue émotionnel. Un rictus, un bon mot, un encouragement, être le changement 5 minutes qu'on veut voir d'attente. sur Terre. Participer à une association, essayer de faire ceci ou cela, te permet derrière un moment de contribuer à ta manière et bien finalement à cette grande synergie de société. D'accord, donc je comprends et j'adore vraiment cette notion de générosité d'emblée. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être au quotidien ou là tout de suite à la fin d'avoir écouté ce podcast ou regardé cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ou améliorer son intelligence émotionnelle concrètement? Alors déjà, ça passe par l'hygiène alimentaire et l'hygiène de vie. Okay. C'est-à-dire que tu sais que si tu manges trop de sucre, donc tu vois, c'est fou, je m'attendais pas du tout à ce que tu me parles d'alimentation. Mais tu vois, sur l'alimentaire, si tu manges trop de produits transformés, etc., on sait que ça fait naître en toi, pour le faire très simple, des pics d'angoisse. Donc en fait, là, ton cerveau, s'il n'est pas émotionnellement intelligent, il va se faire avoir comme un bleu, il va jouer au sapeur-pompier, il va vouloir éteindre tous les départs de feu psychiques dans le cerveau, c'est extrêmement énergivore et tu vas t'épuiser là-dessus. Donc moins de produits transformés, moins de sucre, ça permet de réduire le nombre d'angoisses, d'anxiété qui peuvent venir à un moment se loger dans ta petite boîte crânienne. Pareil, consommation d'alcool, faire gaffe aussi, parce que quand tu as l'habitude de consommer de l'alcool, en réalité, ce que montrent des recherches, c'est que tu diminues ta capacité à lire correctement les émotions de l'autre.
Donc d'un point de vue relationnel, ça devient très chaotique. Donc tu peux, ça va venir amplifier certaines émotions. Quand quelqu'un te sourit, tu vas prendre ça pour de la moquerie. Tu vas mal interpréter. Voilà, il va y avoir de la mauvaise interprétation qui fait que derrière, bon bref, il y a une espèce d'effet boule de neige. Donc ça peut aussi être plus au contact de la nature. Tu sais, ou même les gens qui par exemple ont des chats, des animaux domestiques cognitivement évolués, chats, chiens, tu sais que jouer à peine 5-10 minutes avec ton animal de compagnie va augmenter la production d'ocytocine et chez l'animal et chez son maître, qui fait que tu vas plus facilement, j'allais dire, décroter des colères, des peurs, etc. Et donc faire baisser l'intensité de tout ça et augmenter ton niveau de bien-être, le fait de bien te sentir dans tes baskets. Et là, il se trouve que dans le dernier livre là, qui est sorti, le petit guide illustré de l'intelligence émotionnelle, moi j'ai fait appel... Qui sort début octobre. Voilà, à des grands experts en intelligence émotionnelle, que ce soit le papa du concept à Yale, des chercheurs à Stanford, à l'Institut Pasteur, etc., qui donnent des conseils hyper simples, mais redoutablement efficaces pour apprendre à mieux lire les émotions, mieux les comprendre, mieux les réguler, etc. Et tu as aussi, tu vois, je te parlais avant de gentillesse, dans le bouquin, tu as Mélissa d'Acosta, tu as Frédéric Lopez, qui sont des vrais gentils à la scène comme à la ville, et qui, bien qu'ils évoluent dans un milieu artistique où tu pourrais dire, tiens, il y a des requins, il y a des trucs, il y a tout un tas de pièges tendus, en fait, se sont jamais fourvoyés, en fait. Se sont jamais prostitués psychiquement parlant pour donner, le change à... Non, ils sont restés qui ils sont. Et finalement, tu vois, c'est parmi les personnalités préférées des Français. Ils ont accompli des choses extraordinaires, tout en étant dans ce registre qu'on aurait pu penser bisounours ou quoi. Alors que non, en fait, ils ont leurs propres envies personnelles, etc. Mais ils sont à l'équilibre. Mais alors comment on fait pour garder cet espoir? Parce que tu vois, finalement, c'est quand même Trump qui est au pouvoir et qui monopolise le temps de parole sur la scène géopolitique. Tu vois, en Europe, il y a aussi cette espèce de montée un peu comme ça du populisme. Enfin, j'ai pas très envie de parler de politique dans ce podcast et sur cette chaîne, c'est pas le lieu. Mais tu vois, comment est-ce qu'on fait pour garder espoir, à se dire que ça va changer et que ça va marcher à un moment donné? Les périodes, les politiques, c'est comme les nuages, ça passe. Après, maintenant, je pense que pour atteindre le tout, il faut déjà être soi-même dans une conscience forte de qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour un moment agir dans son petit périmètre, dans son écosystème, pour que ça fonctionne. À nouveau, je reviens sur la notion de Desmond Tutu, c'est la somme de petits biens qui va amener un grand bien ou un grand changement ou à une grande mutation sociétale. Donc en fait, là, on est tous responsables. Moi, je parle souvent d'empreinte émotionnelle. Tu vois, on parle de l'empreinte carbone qui est importante. La trace. Voilà, c'est ça. L'empreinte carbone, c'est CO2, etc. Ouais. L'empreinte émotionnelle, voilà, qu'est-ce que tu laisses comme trace émotionnelle de ton passage sur Terre, de tes interactions avec les autres, avec tes enfants, etc. Ça, on a tous cette responsabilité à la travailler. Et si l'empreinte émotionnelle, on l'améliore, on la booste, positivement parlant, et derrière, tu verras que naturellement, les nuages, ils seront chassés. C'est super parce que tu m'as l'air quand même assez jeune. Dans cette... Tout est relatif. Non, mais tu vois, est-ce que tu conseilles des politiques ou des personnes qui ont des pouvoirs décisionels assez élevés? Ouais, alors ça m'est arrivé de conseiller des grands patrons, ça m'est arrivé aussi en politique, on a déjà fait appel à moi. Après, moi, mon premier conseil, c'est toujours de leur dire arrêtez d'être conseillé. Parce qu'en fait, moins de conseils. Ouais, ils viennent me voir, si vous venez me voir, c'est que vous êtes un peu sadique. Parce que moi, mon premier conseil, c'est surtout arrêter d'être conseiller. Parce que vous êtes entouré quelquefois de 30, 40 conseillers pour tout. Comme voilà, sur ta communication, ta stratégie, ton machin et tout. Et à la fin, qu'est-ce qu'on mesure? Tu n'es que la synthèse de conseils pseudo-avisés de toutes ces personnes-là. Donc en fait, je sais pas, moi, mon tableur Excel peut faire ce que tu fais là. Je demande à tout le monde, tu te planches blanc, rouge, vert, je sais pas quoi, gris, et je regarde ce qui ressort en fait significativement. Non, à un moment, on te paye, toi,
pour décider. On t'a élu, toi, pour décider. Donc moi, j'ai pas envie que tu sois l'agrégation de plein de gens derrière. Okay. Donc voilà, ça peut m'arriver. Et j'ai comme ça des personnages qui peuvent être publics et qui ont traversé des moments de vie un peu complexes. Et à un moment, ces personnes-là étaient désalignées émotionnellement. Comment est-ce qu'on soit face à la maladie, soit face à tous ces conseils, ils étaient un peu paumés, mais elles ne savaient plus où elles étaient, quelle était leur vraie intime conviction, tu vois. Et quand à un moment tu leur fais toucher du doigt ça, que ces personnes-là se reconnectent aux émotions qui sont des informations et à qui elles sont, et bien derrière, là à un moment il y a un gros filtre, hein. Il y a tout qui est décanté, ça fait un peu le ménage tant d'un point de vue perso que pro. Moi je dis souvent, j'assure pas le SAV de ce que je raconte là-dessus, parce que des fois ça peut déménager, mais derrière la personne est de nouveau à l'équilibre. Pour terminer cette interview, quelle est la sensation de quand on est aligné? Parfois on parle de contraction, quand on se pose la question, est-ce que je dois choisir A ou est-ce que je dois choisir B? Quand tu t'envisages dans l'une ou l'autre situation, tu sens une sorte de contraction, même infime. Est-ce que c'est ça? Et après, j'ai une dernière question. Quelle est la sensation quand on se retrouve aligné? Et ensuite, ça fait un peu peur parfois, parce que quand on se dit, tiens, en fait, mon corps, il a envie d'aller vers la solution B, je quitte tout, je me barre, je deviens garagiste parce que j'aime les voitures, par exemple. Ça fait peur, financièrement parlant, de tout changer, et du coup, on se raccroche à ce qu'on a. Ouais, alors, effectivement, il y a des sensations physiques, physiologiques. Ça peut être sensations agréables, désagréables. Ça peut être même des sensations de chaleur, de froideur. D'un coup, tu as froid au bout des doigts de pied. Les personnes émotionnellement intelligentes, elles sont capables de faire un scan corporel hyper rapidement, en quelques millièmes de seconde. Et derrière, elles font un diagnostic de l'émotion qui est dominante. Et vu qu'elles sont plutôt à suivre leurs émotions, eh bien derrière, elles vont suivre ça. Effectivement, derrière, il y a un coup. Après, il y a ce qu'il faut faire et après, il y a comment on va le faire. Donc après, des fois, ça nécessite un peu de temps, il faut aménager, etc., etc. Mais à un moment, quand cette émotion élémentaire, elle vient s'inviter, peut-être même plusieurs fois, et amener à chaque fois ces sensations-là, c'est qu'à un moment, il faut emprunter ce chemin-là. Donc ça, c'est effectivement assez prégnant. Et les individus émotionnellement intelligents, ils ont ça. Et souvent, c'est accompagné comme d'un flash. Et ce flash-là, ça va être un épisode de leur vie du passé qui partage des caractéristiques communes avec ce qu'elles sont en train de vivre présentement. Et qui a peut-être, comme ça sur le papier, rien à voir. Et moi, j'avais comme ça un cas d'un réalisateur de cinéma. Un flash du passé. Ouais, un réalisateur de cinéma il y avait son actrice qui était sur le point de partir, quoi. Et lui, il n'avait aucune compétence en ressources humaines pour faire de la rétention des talents. Il n'a pas été éduqué à ça. Et d'un coup, il a un flash avec toutes les sensations évoquées précédemment, enfin en tout cas certaines de ces sensations-là. Et ce flash-là, c'était lui, ado. Il se souvenait d'un souvenir où il avait été kidnappé avec son père sur l'avenue principale de Los Angeles. Il faisait partie d'un des gangs les plus dangereux de Los Angeles. Il avait été kidnappé par des membres du gang rival. Et donc il commence à me raconter tout ça. Je raconte ça dans un bouquin aussi. Et en fait, son cerveau avait fait le pont entre cette situation extrême, émotionnelle, et cette situation qui était très intense où, tiens, à la moitié du tournage, son actrice décide de partir. Donc, ce qui est émotionnellement quand même assez chargé. Et en fait, son cerveau l'avait invité à reproduire un comportement du passé dans le présent. Et ça avait marché. Et l'actrice était restée. Et le film a été un succès au box-office mondial. Donc souvent, tu as aussi ça. Tu as des associations. Ça peut être même des odeurs. Mais voilà, c'est les cortex sensoriels. Des fois, quand tu te souviens de quelque chose, souvent c'est que ça a été émotionnellement assez fort, sans que ça franchisse un seuil traumatique, tu vois, sinon là c'est un peu le blackout. Et donc tu te souviens des odeurs, des couleurs, tout ce qui est sensoriel revient à ce moment-là, et ça c'est là pour faciliter ta décision. Et la dernière question, donc sur la peur de changer, d'y aller, comment est-ce qu'on s'oriente doucement peut-être ou vigoureusement vers quelque chose qui nous est plus connecté ou aligné avec nos émotions? Quand on parle de peur, on parle de courage. Courage, c'est une espèce en voie de disparition dans notre société, mais en réalité, le courage, c'est quoi? C'est la capacité que tu as à gérer tes peurs. Et les individus émotionnellement intelligents,
gèrent facilement, ou plus facilement que la moyenne, leurs peurs, leurs angoisses, leur anxiété, enfin bon bref, tout ce champ lexical d'état affectif voisin de la peur. Et pour derrière se dire, bah ok, la peur, elle me donne un warning, elle me dit, attends, ok, si tu t'engages là, il faudra juste faire gaffe à ceci ou cela, mais elle est aidante aussi en fait, à un moment. Et peut-être qu'elle peut te sauver, tu diras surtout, t'engage pas dans cette relation, parce que tous les signaux, il y a des warnings de partout qui montrent que cette personne-là, qui semble super bien sur le papier, en fait, est toxique. Ou dans la relation, va t'amener des choses qui vont être super négatives pour toi. Donc, moi, je pense déjà, il ne faut pas avoir peur de la peur. Parce que souvent, les gens angoissent rien qu'à l'idée d'avoir peur. Il y a des gens, quand tu as fait une fois une crise... T'as une crise de panique, etc. Après, ça laisse des traces et t'as un peu peur de expérimenter de la panique. Mais non, c'est quelque chose qui est domptable. Et quand tu es émotionnellement intelligent, effectivement, tu arrives à passer outre, en fait. Ça, et à te dire, bah, je vais me servir de ça comme d'une information, comme une autre. Comme le dégoût, comme le mépris, comme la honte peut être une information. Merci infiniment Christophe, c'était vraiment passionnant. Merci à toi. Moi, je retiens vraiment cette notion de générosité et d'incarner finalement ce qu'on a envie de voir dans le monde soi-même en commençant. Donc c'est hyper intéressant. Finalement, c'est cette façon un peu moderne de parler de Gandhi. Plus tu es émotionnellement intelligent, plus tu es curieux. Et plus tu assouvis cette curiosité, moins tu as peur des choses. Si ta peur principale, c'est d'être mordu par un chien, documente-toi sur les chiens, développe ton intelligence émotionnelle en faisant ça, et derrière, tu auras un rapport différent à l'animal. Voilà, là-dessus. Merci infiniment. Et donc, je rappelle ton livre qui sort début octobre, le petit livre illustré de l'intelligence émotionnelle. Merci à toi. Merci. Merci. Alors j'espère que comme moi, vous vous êtes senti un peu élevé par cet entretien et cette discussion. Ça donne envie d'être plus généreux, d'être plus au cœur de ses sensations et d'oser être dans l'humain, dans l'humanisme, dans l'utopie aussi de vie, parce que finalement, si personne ne se bat, eh ben on a tout de suite perdu. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette conversation. Si vous l'avez appréciée, eh bien partagez-la à vos amis, à vos enfants, à vos collègues. Partagez finalement ces propos qui sont tellement beaux et intéressants à écouter. Vous pouvez aussi nous soutenir tout simplement en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous préférez, donc sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, en mettant des étoiles, en mettant des likes, en mettant aussi des commentaires pour nous dire quels sont les éléments que vous avez le plus appréciés dans cette conversation. Je vous remercie encore de nous écouter toujours de plus en plus nombreux. Faisons ensemble grandir cette communauté Long Live qui nous tire vers le haut. À bientôt, salut!